Bonjour. Du droit pénal des affaires. Le droit pénal des affaires est une branche assez récente du droit pénal général qui reste soumise aux principes fondamentaux du droit pénal. Ce cours présente les infractions qui peuvent être commises dans le cadre du fonctionnement d'une entreprise, telles que l'escroquerie, l'abus de confiance, l'abus de biens sociaux, la distribution de dividendes fictifs, la banqueroute et les délits assimilés et le délit d'initié. Quel est l'objectif de la branche? Le droit pénal des affaires a pour objet de lutter contre la délinquance économique et financière. Les infractions sont diverses et concernent autant les personnes physiques que les personnes morales. Les infractions sont diverses et concernent autant les personnes physiques que les personnes morales. Quelles sont les principales infractions issues du code pénal? La discrimination, le vol, l'extorsion, le chantage, l'escroquerie, l'abus de confiance, le recel, le blanchiment, la corruption et le trafic d'influence, la prise illégale d'intérêt, le faux. Quelques principales infractions issues du code de commerce: le délit de banqueroute, le délit d'abus de biens sociaux. Principale infraction issue du code de la consommation: la publicité trompeuse ou de nature à induire en erreur, le délit de tromperie, la falsification. Les principales infractions issues du code monétaire et financier: le délit d'initié, le délit général de fraude fiscale. Le droit pénal général a pour objectif de fixer les règles générales qui sont relatives à la pratique et à leurs éléments constitutifs, à savoir 3 éléments de l'infraction: l'élément légal, l'élément matériel et l'élément moral. L'élément légal, du fait de l'existence de textes juridiques qui sanctionnent, par exemple, la loi. L'élément matériel, c'est l'acte. L'élément moral, c'est l'intention. Le droit pénal général concerne aussi l'interprétation, l'application de la loi pénale dans le temps, dans l'espace, ainsi que les conditions de la responsabilité pénale. Un principe important, le principe de la légalité. C'est un principe fondateur de l'existence du droit pénal. La loi représente la source très dominante du droit pénal. Ce principe de la légalité présente une garantie contre l'arbitraire et il est garant des libertés individuelles. Nous trouvons le principe de la légalité dans l'article 7 de la Convention européenne du droit de l'homme. Définition de la procédure pénale. C'est l'étude des règles qui ont trait au procès pénal. La procédure pénale englobe les règles relatives à la recherche des preuves, à l'organisation et à la compétence des juridictions. Le droit pénal spécial. C'est une branche du droit, ce sont des règles spéciales qui s'ajoutent et se combinent dans un domaine particulier. Ces règles spéciales doivent coexister avec les règles générales. Le droit pénal des affaires est essentiellement un droit spécial qui s'applique aux affaires. Le droit pénal des affaires est influencé par la vie des affaires, donc par les activités économiques. Chapitre 1. La responsabilité pénale du chef d'entreprise. Le chef d'entreprise est le directeur général, le gérant dans une salle, président du directoire dans une société anonyme. La responsabilité pénale du chef d'entreprise est soumise au principe de la responsabilité du fait personnel. Cependant, il existe bien des cas d'exception de la responsabilité du fait d'autrui. Il y aura une section pour expliquer la responsabilité générale du fait personnel du chef de l'entreprise et une section pour connaître le mécanisme propre au droit pénal des affaires qui permet au chef de l'entreprise de s'exonérer de sa responsabilité pénale. Section 1. Principe de la responsabilité générale du fait personnel. Ce principe concerne aussi bien les personnes physiques que les personnes morales. En effet, le droit civil admet sans difficulté la responsabilité civile du fait d'autrui. En droit pénal, la responsabilité repose sur le fait personnel. Le caractère purement personnel de la responsabilité pénale interdit
qu'une condamnation soit prononcée contre une personne qui n'est ni auteur ni complice de l'infraction d'autrui. Section 2. La question de la responsabilité générale du fait d'autrui. La responsabilité du fait personnel connaît des exceptions lorsque le chef d'entreprise serait pénalement responsable du fait d'autrui. La sanction du fait d'autrui. Dans certains cas, une personne va subir la peine qui devrait frapper une autre personne. Ce mécanisme se rencontre dans une bonne partie de ses applications dans le domaine des affaires. Cette répercussion pénale sur la personne autre de la sanction que la personne qui a été condamnée directement ou indirectement, par exemple la fermeture d'un fonds de commerce. Est-ce qu'un employeur est obligé de payer l'amende à la place de son employé? Si un employeur demande à son employé de transporter une marchandise illégale et qui a été arrêté par la police, qui est responsable? Ici, lorsque l'employé est conscient de l'illégalité de la marchandise, il ne sera pas sanctionné du fait de l'absence de l'élément moral dans l'infraction. Les conditions de la responsabilité pénale du chef d'entreprise pour les infractions commises par ses employés. Le chef d'entreprise est tenu d'assurer le respect de la loi. Par exemple, si un employé commet une négligence en ce qui concerne la production, qui sera responsable pénalement? Ici, sur le plan pénal, c'est le chef d'entreprise qui est responsable pénalement parce qu'il est censé assurer le respect de la loi. Le chef d'entreprise délègue ses pouvoirs, mais pas ses responsabilités. Définition du principe de la légalité. Nul ne peut être sanctionné en l'absence d'un texte juridique antérieur à l'acte commis. C'est ma propre définition. Pour la séance prochaine, une recherche sur la question de la responsabilité pénale des personnes morales. Signification, définition sur une feuille. La responsabilité pénale des personnes morales. Histoire. Dans le droit pénal belge, la loi du 4 mai 1999 a instauré la responsabilité pénale des personnes morales nées de la volonté de lutter contre les formes insaisissables de criminalité organisée. Le principe de la responsabilité pénale des personnes morales a été introduit en 1994. Depuis lors, une jurisprudence pertinente ne cesse de croître en la matière. Que dit le texte de loi? Nul n'est responsable pénalement que de son propre fait. Les personnes morales, à l'exclusion de l'État, sont responsables pénalement des infractions commises pour leur compte par leurs organes ou représentants. Champ d'application de la responsabilité pénale des personnes morales. Tout en affirmant le principe de responsabilité des personnes morales, la loi exclut l'État qui assure la protection des intérêts généraux et qui a la charge de poursuivre et punir les délinquants. Le groupement et la société en formation, en raison de l'absence de personnalité morale, exclut aussi en cas de fusion-absorption emportant dissolution sans liquidation. La société absorbante n'ayant pas commis l'infraction ne peut pas être poursuivie et condamnée au lieu et place de la société absorbée, car nul n'est responsable pénalement que de son propre fait. Chapitre 2. La responsabilité pénale des personnes morales. Une personne morale est une entité qui dispose de la personnalité juridique. Elle dispose donc de droits et d'obligations. Il existe des personnes morales de droit privé, les sociétés, les associations, mais aussi il y a des personnes morales de droit public. La responsabilité pénale est celle que l'on engage lorsqu'on commet une infraction aux règles édictées par le Code pénal. Le principe de la responsabilité pénale est celui suivant lequel une entité peut être tenue d'une infraction. Les personnes morales, à l'exclusion de l'État, sont responsables pénalement des infractions commises pour leur compte par leurs organes ou leurs représentants. La responsabilité de la personne morale n'exclut pas celle des personnes physiques, auteurs,
complice des mêmes faits. Quelles sont les conditions et mises en œuvre de la responsabilité pénale des personnes morales? Par le passé, la responsabilité pénale des personnes morales ne pouvait être engagée que de manière restrictive. Une personne morale ne pouvait être pénalement responsable que par les cas prévus par les lois. La responsabilité pénale de l'État n'était pas reconnue par la loi. Les collectivités territoriales ne sont responsables pénalement que des infractions commises dans l'exercice d'activités susceptibles de faire l'objet de conventions de délégation du service public. Question. Est-ce qu'une société en cours de formation est responsable pénalement? La réponse est non, car elle n'est pas encore constituée. Premier argument, la responsabilité pénale des personnes morales est admise récemment. Il était soutenu que la personne morale n'a pas de volonté. Deuxième argument, les sanctions pénales prévues pour les personnes physiques ne sont pas adaptées pour les personnes morales. Troisième argument, le principe du fait personnel. Certains auteurs ont considéré que le fait de se mettre en personne morale a des sanctions pénales ne répond pas à tous les aspects du droit pénal. Thèse en faveur de l'admission de la responsabilité pénale des personnes morales. Un argument tiré de la jurisprudence civile qui a tranché le débat entretenu sur le point de savoir si la personne morale était une réalité ou une fiction juridique. Les auteurs pénalistes reconnaissent la personne morale et donc il s'agit bien d'une réalité juridique. Les entreprises commettent de nombreux actes illicites. Le meilleur moyen de les sanctionner était de reconnaître la responsabilité pénale de la personne morale. Plusieurs sanctions pénales prévues pour les personnes physiques peuvent être appliquées aux personnes morales, telles que les amendes. À l'admission en droit positif de la responsabilité pénale de la personne morale. La responsabilité pénale des personnes morales n'exclut pas celle des personnes physiques complices des mêmes faits. On parle de la double poursuite. En cas d'infraction intentionnelle, il est suggéré de poursuivre à la fois la personne morale et la personne physique. En revanche, en cas d'infraction non intentionnelle, il est suggéré de seulement poursuivre la personne morale. Le principe de la responsabilité pénale des personnes morales a des limites. Toutes les personnes morales ne peuvent voir leur responsabilité pénale engagée. Le Code pénal prévoit un statut particulier pour les collectivités territoriales qui ne sont responsables des infractions commises d'activités susceptibles de faire l'objet de conventions de délégation de services publics. Toutes les personnes morales de droit privé seront reconnues responsables vis-à-vis du droit pénal. Toutes les infractions commises par une personne physique peuvent être commises par la personne morale. En droit des sociétés, on trouve une personne physique qui représente la société, qui a le pouvoir de gérer et d'organiser la société. Donc, le représentant est le titulaire d'une délégation de pouvoir et il peut engager la responsabilité pénale de la personne morale. Le salarié d'une société est titulaire d'une délégation de pouvoir en matière d'hygiène ou de sécurité et peut engager la responsabilité pénale de la personne morale. Cas du KFC et restauration. Le salarié qui a engagé la responsabilité morale de sa société. L'infraction commise pour le compte de la personne morale signifie que l'organe ou le représentant de la personne morale a agi dans l'exercice ou à l'occasion de ses fonctions. Si le représentant de la personne morale commet une infraction dans son propre intérêt ou dans celui d'un tiers, la responsabilité pénale de la personne morale ne sera pas retenue. Chapitre 3. Les infractions spécifiques au droit pénal des affaires. Toute personne qui dispose dans l'exercice de sa profession d'informations privilégiées et qui les aura utilisées ou permettre sciemment de réaliser sur le marché, soit directement, soit indirectement, une ou plusieurs opérations. Le délit d'initié est défini comme l'infraction par laquelle une personne dite initiée
fait usage d'une information privilégiée afin de réaliser directement ou indirectement une opération sur un marché financier pour en retirer un profit. Cette personne est sanctionnée car il serait injuste que les initiés tirent avantage d'une information non publique. Les marchés financiers doivent être transparents pour la protection et l'égalité des investisseurs et pour préserver l'intégrité du marché. L'initié est la personne qui détient des informations confidentielles par rapport à ses fonctions. Infraction 1. Le délit d'initié. Si l'initié est un dirigeant social, il rompt ses obligations judiciaires envers la société et ses associés s'il utilise pour son propre intérêt les informations qu'il détienne. L'initié qui n'est pas dirigeant social, s'il utilise des informations privilégiées qu'il aurait eues dans le cadre de ses fonctions, il est en train d'abuser de la confiance que ses fonctions lui confèrent. La sanction du délit d'initié peut être justifiée par le fait que l'information privilégiée appartient à la société et l'utiliser peut en tirer profit avant que la société ne la rende publique et serait constitutif d'un vol. Les initiés peuvent être des initiés directs. Ce sont les personnes qui ont une présomption d'initiation concernant les titres des sociétés qu'ils dirigent. Ce sont les dirigeants sociaux. Ce sont les dirigeants d'une société industrielle ou commerciale. Les initiés sont généralement des personnes qui détiennent des informations privilégiées à l'occasion de leur profession ou fonction. Il peut s'agir de personnes travaillant dans la société. Il peut s'agir de personnes ayant une relation avec la société. Ces personnes n'ont pas d'accès direct à l'information, mais en vue de la relation avec la société, ils savent que ces informations sont privilégiées. La deuxième infraction, le délit de manipulation. Toute personne exerce ou tente d'exercer une manœuvre ayant pour objet d'agir sur le cours ou d'entraver le fonctionnement régulier du marché en induisant autrui en erreur. Ce délit constitue à adresser par des manœuvres un faux signal aux investisseurs boursiers. La manipulation des cours doit être sanctionnée car elle crée une apparence d'intérêt pour le titre afin de persuader des tiers de l'acheter et d'entraîner l'augmentation des prix. Une fois le cours a diminué, le manipulateur peut vendre ses titres sur le marché pour réaliser des profits. Ici, l'élément matériel de l'infraction est la manipulation, l'élément moral est l'intention. La diffusion et la fiabilité sont particulièrement considérées comme vitales pour le bon fonctionnement des marchés financiers, qui ne peuvent attirer les épargnants qu'à la condition que ces personnes puissent choisir en toute connaissance des titres qu'elles veulent investir. C'est dans cette optique que la loi punit toute personne qui aura sciemment répandu dans le public des informations fausses ou trompeuses de nature à agir sur le cours ou induire autrui en erreur. Dans ce délit, la nature des informations est identique à celle du délit d'initié, mais s'en distingue car il ne s'agit pas d'informations confidentielles. Les juges ont retenu ce délit dans des hypothèses très variées. Par exemple, la diffusion d'informations relatives à la situation financière de la société sur ses comptes, ses résultats ou ses perspectives. Un deuxième exemple. Il a été retenu la présentation par les dirigeants sociaux en moyen de communiquer par la presse que la société est en redressement alors qu'en réalité, la société est en cessation de paiement. De même, en cas d'augmentation du capital, il communique des informations. Une surestimation importante du chiffre d'affaires. Chapitre 4. Les principales infractions issues du Code de la consommation. La publicité trompeuse est de nature à induire en erreur. C'est une pratique commerciale trompeuse dans la mesure où elle crée une confusion avec un autre bien ou service
une marque, un nom commercial, ou si elle repose sur des indications fausses ou de nature à induire en erreur. Ici, l'élément matériel, c'est l'utilisation, c'est l'acte. L'élément moral, c'est la volonté d'induire en erreur, l'intention. Le délit de tromperie. Toute personne aura trompé ou tenté de tromper le contractant par quelque moyen ou procédé que ce soit, même par l'intermédiaire d'un tiers, soit sur la nature, l'espèce, l'origine, la composition utile de toute marchandise, soit sur la quantité des choses livrées ou sur leur identité par la livraison d'une marchandise autre que la chose déterminée qui a fait l'objet du contrat, soit sur l'aptitude à l'emploi, les risques inhérents à l'utilisation des produits, les contrôles effectués ou les précautions à prendre. Ici, l'élément matériel est trompé. Il s'agit souvent de reconstituer les éléments constitutifs de l'infraction. La publicité trompeuse et le délit de tromperie constituent les deux principales infractions issues du Code de la consommation. Chapitre 5. Les principales infractions issues du Code de commerce. L'infraction du délit de banqueroute. En cas d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de procédure de liquidation, sont coupables de délit de banqueroute les personnes mentionnées par le Code de commerce contre lesquelles a été relevé l'un de ces faits. Avoir dans l'intention d'éviter ou de retarder l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, soit fait des achats en vue d'une revente au-dessous du coût, soit employer des moyens ruineux pour se procurer des fonds, avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif du débiteur, avoir tenu une comptabilité fictive ou fait disparaître les documents comptables de l'entreprise, s'abstenir de tenir une comptabilité lorsque les textes l'exigent, avoir frauduleusement augmenté le passif du débiteur, avoir tenu une comptabilité incomplète. Deuxième infraction, le délit d'abus des biens sociaux. On parle d'abus de biens sociaux lorsque le dirigeant d'une société anonyme, une SARL, utilise les biens de la société à des fins personnelles en toute connaissance de cause. C'est le fait pour toute personne de faire attribuer frauduleusement à un apport en nature une évaluation supérieure à sa valeur réelle. La répartition de dividendes fictifs, faire de mauvaise foi des biens au crédit de la société un usage contraire à ses intérêts. Un travail de recherche. Qui est le commissaire aux comptes? C'est quoi son rôle? Quelles sont ses responsabilités pénales? Nous pouvons citer ci-dessous certaines responsabilités civiles du commissaire aux comptes. Responsabilité pour faute commise par les collaborateurs, responsabilité pour faute commise par les dirigeants de la société et responsabilité pour faute commise par le commissaire aux comptes lui-même. Le commissaire aux comptes a aussi une responsabilité disciplinaire. Deuxième partie, responsabilité pénale du commissaire aux comptes. Information mensongère sur la situation de la société. Non-révélation des faits délictueux au procureur de la République. Violation du secret professionnel et autres infractions. La responsabilité pénale du commissaire aux comptes est considérable parce qu'elle ne se limite pas seulement à une responsabilité civile visant la réparation d'un préjudice causé. Cette responsabilité s'étend à une responsabilité pénale car l'importance et l'utilité du contrôle doivent être assurées par l'instauration d'un système répressif rigoureux. Bien que les principaux textes incriminant le commissaire aux comptes fautif figurent dans le Code des sociétés commerciales, cette responsabilité pénale trouve son fondement dans plusieurs autres textes légaux, notamment le Code pénal. Le Code pénal renvoie au Code des sociétés commerciales en ce qui concerne le secret professionnel.
S'agissant d'une profession libérale dont la déontologie est essentielle, nous allons voir sa responsabilité disciplinaire. Cette responsabilité n'est pas moins importante que les deux autres car elle cherche essentiellement à garantir la valeur du contrôle en sanctionnant le manquement aux obligations fondamentales ainsi que le défaut de qualité éthique. Chapitre 1. Les infractions au devoir de parler. L'application du droit pénal au commissaire aux comptes suppose que le commissaire aux comptes ait failli à l'une de ses obligations fondamentales par action ou omission. Le droit pénal étant d'interprétation stricte, seules les incriminations expressément définies par les lois ou par les textes réglementaires peuvent servir de fondement textuel aux poursuites et à la condamnation. Le manquement à une obligation relative à l'organisation de la profession est une infraction qui ne soulève pas de difficultés particulières. En effet, l'exercice régulier de la profession peut prendre généralement deux formes. D'une part, il s'agit de l'atteinte au monopole professionnel et d'autre part, l'exercice de la profession en situation de dépendance pour violation d'une incompatibilité professionnelle. De plus, ces infractions qui montrent l'importance attachée par le législateur à la compétence et l'efficacité, on suppose un commissaire aux comptes légalement désigné et en règle d'exercer ses fonctions. Trois obligations pèsent sur le commissaire aux comptes et sont pénalement sanctionnées, qui vont s'imposer et qui découlent de sa véritable mission. En effet, le commissaire aux comptes doit dire la vérité, la dénonciation et le silence. L'infraction au devoir de dire la vérité. On sait que la principale mission du commissaire aux comptes est l'expression d'une opinion motivée. Il va demander son avis sur la sincérité et la régularité des états financiers sans s'immiscer dans la gestion de la société quotidienne ni la critiquer. On doit noter que la vérification ne se borne pas au seul document comptable de la société contrôlée. Elle peut s'étendre au contrôle des informations contenues dans le rapport du conseil d'administration ou du directoire, aussi les documents du directoire et les documents présentés à l'Assemblée générale qui concernent la situation financière de la société. De ce fait, le commissaire aux comptes se voit attribuer d'autres missions outre que sa tâche principale. L'importance du commissaire aux comptes s'accroît davantage lorsqu'on voit le législateur incriminer l'infraction concernant l'une et l'autre mission. Ainsi, le législateur parle de la fourniture ou de la confirmation d'informations mensongères sur la situation de la société qu'il contrôle, aussi que des indications inexactes lors de l'augmentation ou la modification du capital. L'infraction. La contribution à l'établissement de faux comptes et de faux documents comptables pour minorer l'assiette imposable ou l'impôt lui-même. La fourniture ou la confirmation d'informations mensongères sur la situation financière de la société, selon les dispositions de l'article 271 du Code des sociétés commerciales, est punie d'un emprisonnement d'1 an à 5 ans et d'une amende de 1200 à 5000 dinars, ou de l'une de ces deux peines seulement tout commissaire aux comptes qui aura sciemment l'élément moral de l'infraction, donné ou confirmé des informations mensongères, l'élément matériel de l'infraction, sur la situation de la société. Il faut que le commissaire aux comptes donne ou confirme des informations sur la situation de la société. Ces informations sont mensongères. Le commissaire aux comptes agit en connaissance des causes, c'est-à-dire sciemment. Ce délit se justifie par la nécessité de punir sévèrement les commissaires qui ont trahi la confiance accordée par la société. L'article 271 du Code des sociétés commerciales constitue le fondement légal de l'infraction. Mais pour que l'infraction soit consommée, il faut souligner la réunion de l'élément matériel et l'élément moral.
Pour l'élément matériel, le législateur utilise le terme donner, confirmer une information. L'infraction suppose la réunion de deux conditions. La communication d'informations concernant la société. Ces informations doivent être en rapport avec la mission du commissaire aux comptes, c'est-à-dire qui concerne la situation financière de la société. En second lieu, l'information doit être mensongère, ce qui suppose l'inexactitude et dissimulation de la situation financière. Ainsi, il y a deux éléments dont la présence doit être établie, à savoir une information mensongère, transmission de cette information donnée communiquée par le commissaire aux comptes. Critique. L'article 271 n'est pas précis concernant le point de savoir le contenu de l'information mensongère. Une transmission matérielle de l'information mensongère par le commissaire aux comptes est nécessaire. Cette transmission est matériellement établie lorsque le rapport rédigé par le commissaire aux comptes confirme le mensonge des dirigeants. L'article 271 du Code des sociétés commerciales utilise seulement l'expression données confirmées, mais pas comment ni la manière. En pratique, c'est le rapport de certification du commissaire aux comptes qui constituera le vecteur privilégié du mensonge. Il a été jugé par la Cour de cassation française. L'omission d'un renseignement ne peut en principe équivaloir à la communication d'une information inexacte. La décision était rendue dans une affaire relative à un défaut d'information sur les attributaires d'actions nouvelles dans le cadre d'un rapport relatif à la souscription du droit préférentiel, DPS. Le silence ou l'abstention est équivalent à une condamnation. Exemple, l'abstention du commissaire aux comptes face à un bilan inexact qui couvre des opérations réalisées par les dirigeants pour le propre intérêt. La responsabilité du commissaire aux comptes sera engagée. Un commissaire aux comptes qui savait par son collaborateur que les documents comptables de base pour les 2 derniers exercices n'avaient pas été produits et qu'une remise non comptabilisée avait été faite, il sera coupable du délit d'information mensongère s'il atteste que les vérifications étaient effectuées selon les normes professionnelles et que les comptes étaient sérieux. Récapitulons, 3 obligations incombent au commissaire aux comptes et qui en découlent des infractions pénales. L'infraction de dire la vérité, l'obligation de dire la vérité, l'obligation de dénoncer, l'obligation de garder le silence, se taire par rapport au secret professionnel. Parenthèse. Le procureur de la République, qui sont au nombre de 12 en adjoint à Tunis, la police et le commissaire aux comptes récoltent des éléments de preuve qui seront soumises à l'appréciation du juge. L'infraction au devoir de la vérité. L'élément moral. L'intention de commettre le délit d'information mensongère doit être établie pour que les juges puissent le condamner. Il faut que les 3 éléments de l'infraction soient réunis. La recherche de l'intention coupable correspond à une volonté des juridictions pénales d'éviter une politique systématiquement répressive. Pour que le délit soit consommé, il faut que le commissaire aux comptes agisse sciemment, c'est-à-dire en toute connaissance des causes des informations mensongères, énoncées, données ou confirmées. A contrario, s'il prouve qu'il ignorait, selon les documents qu'on lui a communiqués, le caractère inexact de ces affirmations échappera à la condamnation. La mauvaise foi du commissaire aux comptes est exigée par le législateur. Elle se manifeste par la connaissance du commissaire aux comptes du caractère mensonger de l'information. Pour prouver une telle connaissance du caractère mensonger, le juge peut tenir compte des carences importantes, anormales ou répétées dans les opérations de contrôle, dans la mesure où celles-ci mettent le commissaire aux comptes dans l'impossibilité d'obtenir une opinion significative sur l'authenticité globale des états financiers. Le commissaire aux comptes fournit des informations mensongères sur la situation de la société dès lors qu'il reconnaît ultérieurement ne pas avoir eu des certitudes
c'est-à-dire une intime conviction sur le caractère sincère des comptes au moment de la remise de sa certification sans réserve. De plus, les juges français s'accordent sur le fait que le commissaire aux comptes ne saurait invoquer pour se décharger de sa responsabilité pénale la délégation qu'il avait donnée à ses collaborateurs. S'il s'agit d'une omission involontaire, on ne parle pas d'infraction puisque l'élément moral manque. Le commissaire aux comptes ne saurait dans ce cas agir sciemment. Deuxième infraction qui émane de ne pas dire la vérité. Les indications inexactes lors de la modification du capital. Le capital social est au carrefour des intérêts des actionnaires et des tiers. Toute opération sur le capital expose ses intérêts. L'article 313 du Code des sociétés commerciales dispose sont punis d'une amende de 120 à 1200 le PDG, le directeur général, les membres du directoire et du conseil d'administration qui contreviennent aux dispositions des articles 291 à 310 du présent Code. La sanction de l'amende visée à l'alinéa 1 du présent article s'applique au PDG, directeur général, membre du conseil d'administration, membre du directoire et au contrôleur qui, sciemment, c'est l'élément moral, présente ou approuve, c'est l'élément matériel, des mentions inexactes figurant dans les rapports visés par les articles cités à l'alinéa 1er du présent article. Le commissaire aux comptes doit procéder aux investigations appropriées et établir le rapport correspondant lorsque la société va conclure certaines opérations de modification du capital social pouvant mettre en jeu les intérêts des actionnaires et des tiers. Ces opérations concernent l'augmentation du capital avec renonciation aux droits préférentiels de souscription, augmentation du capital par conversion des créances ou réduction du capital. Comme toute infraction, ce délit doit satisfaire la réunion de l'élément matériel et l'élément moral. Quant à l'élément matériel de l'infraction, il constitue dans la fourniture ou la confirmation d'informations inexactes dans les rapports exigés du commissaire aux comptes. Cependant, le législateur ne précise pas clairement le contenu du rapport en ce qui concerne l'augmentation du capital avec suppression des DPS. De plus, on remarque que l'absence de sanctions prévues par le législateur pénalisant le défaut ou l'omission de conclure un tel rapport par le commissaire aux comptes. Lors de l'augmentation du capital avec conversion des créances, le commissaire aux comptes doit approuver le certificat délivré par le conseil d'administration attestant la preuve du versement des actions en compensation des créances, c'est-à-dire il doit s'assurer de l'exactitude des informations contenues dans ce certificat et leur sincérité. S'il procède à la confirmation d'une information inexacte donnée dans ce document, il sera déclaré responsable pénalement. Les conditions de l'incrimination, c'est-à-dire accusation, mise en cause, de l'article 313 sont plus larges que celles de l'article 271, puisqu'il suffit que l'indication soit inexacte sans avoir besoin d'être mensongère, et cette indication inexacte doit figurer dans le rapport de l'Assemblée générale, appelé à modifier le capital social. La commission du délit de l'article 313 suppose que la personne incriminée, c'est-à-dire accusée, ait agi sciemment, c'est l'élément moral, c'est-à-dire en connaissance du caractère inexact de l'indication ou de risques anormaux dont l'existence a été cachée aux associés ou aux tiers. L'article 313 sanctionne le commissaire aux comptes qui présente ou approuve des informations inexactes par une peine pécuniaire moins élevée, inférieure à celle prévue par l'article 271. Le commissaire aux comptes s'expose à une peine corporelle chaque fois qu'une intention frauduleuse est manifestée de sa part, ayant pour finalité de nuire aux associés. Le commissaire aux comptes peut être complice dans l'accomplissement de manœuvres frauduleuses. Troisième infraction.
La contribution à l'établissement de faux comptes et faux documents comptables pour minorer l'assiette de l'impôt ou l'impôt lui-même. L'article 99 du Code des procédures fiscales, CDPF, stipule ou dispose sont punis d'un emprisonnement de 16 jours à 3 ans et d'une amende de 1000 à 50 000 dinars en sus du retrait de l'autorisation d'exercer. Les agents, conseillers fiscaux, experts et toute autre personne qui font profession indépendante de tenir ou aider à la tenue de comptabilité et qui ont sciemment établi ou aidé à établir de faux comptes ou de faux documents comptables dans le but de minorer l'assiette imposable ou l'impôt lui-même. Ces personnes sont en outre tenues solidairement avec leurs clients du paiement du principal de l'impôt et des pénalités y afférentes et éludées, c'est-à-dire évitées avec adresse, par un artifice, escamoté, par leur agissement. Question. Déterminer l'élément matériel. Établir ou aider à établir. Le législateur énumère le commissaire aux comptes parmi les personnes punissables en tant qu'auteurs principaux de la commission de cette infraction fiscale. À cet égard, on peut dire que l'esprit de l'article 99 cité ne s'éloigne pas de celui des articles 81 et 83 du Code de l'impôt de l'IRPP-IS, impôt sur le revenu de personnes physiques et l'impôt sur les sociétés, qui dispose est puni d'un emprisonnement de 16 jours à 3 ans et d'une amende de 1000 à 50 000 toute personne qui a simulé des situations juridiques, produit des documents falsifiés et dissimulé la véritable nature juridique d'un acte. Mémoire au fiscaliste Mohamed Salah Ayari, Code d'incitation aux investissements. Question. Quelles sont les infractions qui émanent de l'obligation de dire la vérité qui pèse sur le commissaire aux comptes? L'infraction doit réunir l'élément matériel, moral et légal pour être définie en tant que tel. Première infraction. Le commissaire aux comptes s'abstient en toute connaissance des causes de communiquer une information inexacte sur le jeu complet des états financiers ayant une incidence significative sur les intérêts des actionnaires. La fourniture d'informations inexactes sur la situation financière de la société ou les confirmer sciemment. Deuxième infraction. Le commissaire aux comptes ne renseigne pas dans son rapport spécial, après ses investigations, sur certaines conventions interdites réalisées par certains dirigeants de la société cliente sujettes à ces missions d'audit légal. Donner des informations inexactes sur la modification du capital. Troisième infraction. Le commissaire aux comptes n'indique pas dans son rapport spécial ou général sur une modification du capital. Établissement de faux comptes pour minorer l'assiette imposable et payer moins d'impôts. L'élément matériel de l'infraction de la contribution du commissaire aux comptes à l'établissement de faux comptes et de faux documents comptables portant sur l'évaluation de l'impôt dû ou de son assiette. Cette contribution ne peut se faire que par la confirmation d'informations inexactes contenues dans ces documents. Ce délit est intentionnel car l'article 99 du Code des procédures fiscales, CDPF, emploie le terme sciemment. Responsabilité du commissaire aux comptes par l'obligation de révéler les faits délictueux découverts à l'occasion de sa mission. Section 2. Deuxième obligation qui pèse au commissaire aux comptes, l'infraction au devoir de dénonciation. L'article 270, alinéa 2 du Code des sociétés commerciales, dispose que les commissaires aux comptes doivent également signaler à l'Assemblée générale les irrégularités et les inexactitudes révélées par eux au cours de l'accomplissement de leur mission. En outre, ils sont tenus de révéler au procureur de la République les faits délictueux dont ils ont fait connaissance. Le commissaire aux comptes sera tenu par cette obligation dans les sociétés anonymes, dans la SARL, organisme de placement collectif en valeur mobilière, au PCVM. Le principe de la dénonciation peut choquer.
Certains auteurs ont trouvé anormal qu'une personne qui n'est ni une autorité constituée, ni un officier public, ni un fonctionnaire, soit tenue de dénoncer le fait délictueux sous peine de se rendre elle-même coupable d'un délit. Il est incontestable que l'obligation légale à la révélation au procureur de la République fait réfléchir les délinquants éventuels. En pratique, le bien fondé de cette obligation se justifie comme étant la meilleure garantie qui puisse être donnée aux actionnaires. Le commissaire aux comptes qui ne respecte pas cette obligation sera condamné pour le délit de non-révélation du fait délictueux. Ce délit suppose l'existence de 4 éléments constitutifs. L'existence du fait délictueux. Tous les faits délictueux se rattachent à la Constitution, au fonctionnement ou à la gestion, entrent dans les prévisions de la loi. Par exemple, un commissaire aux comptes s'aperçoit que certaines sommes versées par un administrateur dans les caisses sociales ont une origine suspecte. Le commissaire aux comptes doit dénoncer ce fait. Le législateur impose au commissaire aux comptes de révéler les faits délictueux. Il faut comprendre qu'il s'agit dans ce cadre des crimes et des délits. L'étendue de la révélation doit être fixée de telle manière que le commissaire aux comptes ne soit ni un délateur, une personne qui dénonce des faits sans importance, ni une caution complaisante de toutes les irrégularités ou les inexactitudes de nature civile qui n'intéressent pas le ministère public. Par ailleurs, une question se pose si le commissaire aux comptes qui révèle des faits délictueux au procureur de la République dans le cadre de sa mission est tenu ou non d'en informer l'Assemblée générale de ces faits. Le commissaire aux comptes dans une société mère qui a eu connaissance d'un fait délictueux dans une filiale doit prendre contact avec le commissaire aux comptes de cette dernière qui va informer le procureur de la République. Ainsi, l'obligation de révéler n'existe que pour des faits que les commissaires aux comptes ont connus dans leur mission en qualité de commissaire aux comptes. 2. La connaissance du fait délictueux. L'obligation de révélation s'applique seulement au fait dont le commissaire aux comptes a eu connaissance. Il incombe au procureur d'apporter la preuve de la connaissance des faits constitutifs du délit par le commissaire aux comptes. Cette connaissance doit être effective et certaine. On soutient que le commissaire aux comptes n'est pas censé évoquer l'erreur de droit, car sa méconnaissance du caractère délictueux du fait évoqué ne serait pas légitime parce que son ignorance de certains faits ne serait pas admissible. Il est reproché au commissaire aux comptes de n'avoir révélé un fait délictueux. Troisième élément qui constitue l'infraction. L'abstention de dénoncer. La non-révélation est un délit d'abstention autonome qui ne se confond pas avec l'éventuelle complicité, nécessairement active du commissaire aux comptes, dans la réalisation de l'infraction par le dirigeant. La révélation officielle du fait délictueux, généralement faite après un entretien informel avec un magistrat du ministère public. En effet, l'article 270, alinéa 2 du Code des sociétés commerciales indique que la responsabilité du commissaire aux comptes ne peut être engagée à l'occasion de la révélation. Il bénéficie d'une certaine marge de manœuvre et il est protégé contre le risque de l'erreur d'appréciation en la matière. Pour que le délit soit évoqué, il faut que le commissaire aux comptes se soit abstenu de dénoncer les faits délictueux au procureur de la République. Le législateur tunisien n'impose pas de délai pour porter à la justice la connaissance du fait délictueux. Dès lors, la révélation doit avoir été faite en temps utile. On entend par là que le commissaire aux comptes doit agir sans précipitation en raison de la gravité de la décision qu'il prend de s'adresser au procureur, mais de façon diligente. On parle de délai raisonnable.
Comme le contrôle du commissaire aux comptes n'est pas quotidien, la détermination du caractère raisonnable ou excessif du délai de révélation est une question laissée à l'appréciation souveraine des juges de fond. En définitive, tout dépend de la nature de l'infraction, de l'aisance avec laquelle elle était susceptible d'être découverte et du programme de travail du commissaire aux comptes. En tout cas, et sauf exception justifiée, la révélation doit être faite au ministère public antérieurement à la date de dépôt du rapport général sur les comptes de l'exercice au cours duquel l'infraction a été consommée, passé un certain délai normal dont l'appréciation appartient au juge. Le commissaire aux comptes est réputé être abstenu et ça sera à lui de prouver qu'il n'est coupable de négligence. Quatrième élément qui constitue l'infraction, la mauvaise foi. L'exigence de la mauvaise foi ne découle pas du texte expressément, puisque l'utilisation de l'adverbe sciemment semble viser le seul délit d'information mensongère. En réalité, l'élément moral de l'infraction se trouve consacré par la preuve de la connaissance du fait délictueux, suivi d'une abstention injustifiable. Donc, le délit de non-révélation. La volonté coupable se manifeste par une abstention pratiquée en toute connaissance de cause et de l'établissement irréfutable de l'élément matériel du délit résulte quasi nécessairement de l'existence de l'élément moral. Cependant, la bonne foi du commissaire aux comptes pourra être invoquée par le commissaire aux comptes ayant pu croire que les faits n'étaient pas délictueux. S'agissant d'un professionnel, les juges seront à cet égard particulièrement exigeants. Le procureur de la République, c'est un magistrat, il communique avec la police. Les infractions au devoir de parler. L'infraction doit réunir 3 éléments pour qu'elle soit décrite en tant que telle, à savoir l'élément matériel, qui est l'acte, l'élément moral, qui peut être l'intention, par exemple en toute connaissance de cause, sciemment, et l'élément légal, l'existence de loi ou d'un texte qui sanctionne. Cependant, lorsque le commissaire aux comptes s'abstient de dénoncer un fait délictueux, garde le silence sur un fait illégal, ou ne dénonce pas un fait délictueux, ou bien ne communique pas une vérité qui peut compromettre les intérêts de la société, ou cacher une vérité qui peut avoir une incidence pénale sur la société, dire la vérité sur la situation financière de la société. Le commissaire aux comptes doit indiquer sur la modification du capital, la contribution à l'établissement de faux comptes, de faux documents comptables en vue de minimiser l'impôt ou l'assiette imposable. Les infractions de se taire. Garder le silence. Introduction. Les détenteurs d'informations essentielles pour la société contrôlée. Le commissaire aux comptes est tenu à une obligation rigoureuse de confidentialité dont la violation peut l'exposer aux sanctions prévues pour le non-respect du secret professionnel. L'article 271, alinéa 2 du Code des sociétés commerciales rend applicable au commissaire aux comptes les dispositions de la loi pénale relatives à la révélation du secret professionnel sous réserve de dispositions de l'article précédent. Les commissaires aux comptes ainsi que leurs collaborateurs et les experts sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. Le respect du secret professionnel est une règle de protection de la société ou de la personne morale contrôlée. Les commissaires aux comptes sont tenus au secret professionnel pour tout ce dont ils ont eu connaissance en raison de leurs fonctions. En effet, l'article 254, alinéa 1er du Code pénal, prévoit une sanction d'emprisonnement de 6 mois et d'une amende de 500 dinars pour toute personne dépositaire, par état ou profession, de secret qu'on leur confie, qui, hors le cas où la loi
les oblige ou les autorise à se porter dénonciateurs auront révélé ces secrets. On peut aussi ajouter à cet article l'article 8 de la loi du 18-8-1988 qui dispose que, sous réserve de toute disposition législative contraire, les personnes physiques et morales inscrites au tableau de l'ordre et leurs salariés sont tenus au secret professionnel. Ils sont en outre astreints, eux, aux mêmes obligations pour les affaires dont ils ont à connaître à l'occasion de l'exercice de leur mission. Pour que l'infraction soit consommée, il faut réunir à côté de la violation du secret professionnel, la violation des règles du marché financier. Section 1. La violation du secret professionnel. Comme tous les membres des professions libérales organisées, le commissaire aux comptes doit respecter un nombre d'obligations qui tendent à assurer une confiance absolue au niveau de la profession. Les commissaires aux comptes sont astreints au secret professionnel. Il est évident que le commissaire aux comptes ne peut confier à des concurrents les secrets d'affaires qu'il détient. Il en est de même, sauf exception, pour les créanciers, les banquiers de la société. Le délit de violation du secret professionnel est consommé s'il s'agit d'un secret, c'est-à-dire un fait qui n'est pas connu par le public et dont la divulgation risque d'être très judiciable à l'honneur, l'intérêt ou à la délicatesse de celui qu'elle concerne. Cette infraction de violation du secret professionnel suppose la mauvaise foi. Une simple imprudence ou négligence ne suffit pas. Seule la révélation volontaire et consciente suffit pour que l'infraction soit consommée, mais peu importe le mobile, l'intention de nuire à une personne déterminée ou au contraire le désir d'aider une société en difficulté. À retenir les obligations qui pèsent au commissaire aux comptes, à savoir 1. L'obligation du devoir de parler, dire la vérité et la dénonciation. 2. Obligation de se taire, ne pas divulguer le secret professionnel et le silence. Faire un plan de cours vous rétribuera une certaine compréhension contextuelle pour la révision. Remarque. La présomption d'innocence est un principe selon lequel, en matière pénale, toute personne poursuivie est considérée comme innocente des faits qui lui sont reprochés tant qu'elle n'a pas été déclarée coupable par la juridiction compétente. Application du principe du secret professionnel. Le secret professionnel s'impose au commissaire aux comptes, ainsi ce secret doit avoir été confié en raison de la profession de ceux qui l'ont reçu. Le secret est tout d'abord opposable au tiers par rapport à la société, à toute personne autre que la société contrôlée. Ainsi, l'interdiction pour les commissaires aux comptes et leurs collaborateurs ou experts de révéler les secrets dont ils ont eu connaissance lors de l'exercice de leur mission, ils se trouvent tenus à une discrétion absolue pour tout ce qui est venu à leur connaissance en tant que commissaire aux comptes, et cela s'étend quels que soient les tiers qui bénéficieraient de ces secrets, peu importe qu'il s'agit d'un concurrent à la société ou non, et quelle que soit la personne qui bénéficie de l'information. Il en est de même, sauf exception, des créanciers, le banquier de la société. La loi a organisé à leur profit une information comptable et financière dans le registre du commerce. Il en est de même à l'égard des associés et des actionnaires. Question. Est-ce que le commissaire aux comptes peut donner une information qui concerne la société dont il effectue une mission au banquier actionnaire de cette société? La réponse est non, sauf exception prévue par la loi ou autorisée par la justice. Remarque. Il existe deux procédures de contrôle fiscal différentes, à savoir la procédure préliminaire, 2. La procédure approfondie. Les autorités administratives, en particulier les services fiscaux, ne peuvent bénéficier d'informations couvertes par le secret professionnel de la société contrôlée. Le secret professionnel va être un obstacle pour la mission du contrôle fiscal.
de la société. L'administration fiscale défend l'idée qu'il n'y aura pas de véritable violation du secret professionnel, dans la mesure où le renseignement sera confié à un agent également soumis au secret professionnel. Cependant, les agents de l'administration fiscale sont toujours des tiers par rapport à la société contrôlée et ils ne peuvent obtenir des sociétés que les registres, la comptabilité, les factures, les documents nécessaires ainsi que la liste nominative de leurs clients et fournisseurs. Si ces documents se trouvent entre les mains du commissaire aux comptes, celui-ci doit les communiquer si on le lui demande, si la demande lui a été faite. Élément constitutif de l'infraction de violation du secret professionnel. Le respect du secret professionnel est une règle de protection de la société ou de la personne morale contrôlée. L'élément matériel de l'infraction, c'est la révélation d'un secret. Secret est un mot difficile qui résiste à l'analyse. Les personnes dépositaires qui disposent en vertu de leur profession de certaines informations ne peuvent, sous peine de sanctions pénales, les divulguer quand elles sont secrètes, par nature ou quand le particulier qui est entré en relation avec le professionnel a exigé de ce dernier la discrétion sur les faits dont il a eu connaissance. Selon le droit commun, l'article 254 du Code pénal, l'arrêté de taxation d'office, il a la valeur d'un jugement, il est exécutable. Les faits qui ne doivent pas être révélés sont ceux qui ont été confiés aux professionnels sous le secret professionnel, sont punis de 6 mois d'emprisonnement et de 120 dinars d'amende les médecins, chirurgiens, autres agents de la santé, pharmaciens, sages-femmes et toute autre personne qui, de par leur état ou profession, sont dépositaires de secrets. Or, le cas où la loi les oblige ou les autorise à se porter dénonciateurs, révéler ces secrets. Cependant, l'article 270, alinéa 1er du Code des sociétés commerciales, parle du champ d'application du secret en citant que le secret professionnel couvre les faits, les actes et les renseignements dont le commissaire aux comptes peut acquérir la connaissance lors de l'exercice de ses fonctions. Si le secret est divulgué par le commissaire aux comptes à l'une des personnes auxquelles il lui est opposable, cette révélation sera sanctionnée par la loi et le délit sera consommé. Question. Déterminer les éléments constitutifs de l'infraction du secret professionnel. Toute information, acte, renseignement que le commissaire aux comptes a pu collecter pendant l'exercice de sa mission et a révélé sciemment sans autorisation par la justice et l'Assemblée. Facture, liste client, liste fournisseur, registre comptable, procès-verbaux, PV, convention conclue, modification du capital, distribution du dividende. L'élément intentionnel. La révélation, pour être punissable, doit avoir été commise volontairement, avec la conscience de révéler un secret recueilli à l'occasion de l'exercice des fonctions. La violation du secret n'est pas seulement un acte matériel. Elle doit être faite avec la conscience de trahir le secret d'autrui. Une simple révélation par négligence ne répond pas à la notion de violation du secret professionnel. C'est au juge d'apprécier qu'il s'agit d'une faute intentionnelle ou non. La violation légale du secret professionnel. La loi prévoit un certain nombre de dérogations à l'obligation au secret professionnel pour permettre au commissaire aux comptes de satisfaire ses obligations d'information. Ainsi, et pour éviter que l'obligation de révéler au procureur de la République les faits des lectures ne soit neutralisée par le secret professionnel, l'article 70 du Code des sociétés commerciales prend le soin d'écarter celui-ci. Le texte écarte en outre le secret professionnel en imposant au commissaire aux comptes de signaler à la prochaine Assemblée générale les irrégularités
et inexactitudes qu'il aurait révélées lors de l'accomplissement de sa mission. Ensuite, l'intérêt économique de l'État a imposé aux législateurs du marché financier de soulever le caractère confidentiel. La négligence reste à l'appréciation du juge afin de prouver la bonne ou la mauvaise foi à certains secrets. D'ailleurs, le législateur sanctionne d'un emprisonnement et d'une amende toute personne qui aura sciemment mis obstacle aux enquêteurs chargés des investigations lors de l'exécution de leur mission. On peut déduire que l'opposition du secret professionnel à ces enquêteurs serait une entrave à leur mission. Vous avez des questions? Vous avez des questions? Vous avez des questions? Il faut bien lire la question. La responsabilité disciplinaire, mais aussi les juridictions disciplinaires appelées à en connaître des juridictions de droit commun. La mise en œuvre de la responsabilité disciplinaire du commissaire aux comptes suppose de ce dernier soit l'auteur d'une faute disciplinaire, notion un peu particulière qui s'avère très vague en raison de la variété des cas pouvant constituer une faute disciplinaire. Définition de la faute disciplinaire. Cette définition est énoncée par l'article 8.8 du décret numéro 69-810 du 12 août 1969 qui dispose toute infraction aux lois, règlements et règles professionnelles, toute négligence grave, tout fait contraire à la probité ou à l'honneur par un commissaire aux comptes, personne physique, aux sociétés, même ne se rattachant pas à l'exercice de la profession, constitue une faute disciplinaire passible d'une peine disciplinaire. D'après l'article 17 du décret 1989 et l'article 20 de la loi 2002, on peut définir la faute disciplinaire comme étant toute infraction à une quelconque règle régissant la profession d'une manière générale. La notion de faute disciplinaire est bien différente et autonome de la faute civile et pénale. Le droit disciplinaire a pour objet d'assurer l'ordre dans un groupement professionnel déterminé. Alors que la loi pénale a vocation à s'appliquer d'une façon plus générale. Ce principe d'indépendance entre les deux droits emporte qu'un même manquement peut servir de fondement à des poursuites pénales et disciplinaires. De plus, le cloisonnement entre faute civile et faute disciplinaire est totalement étanche, dans la mesure où la finalité de ces fautes est totalement différente. La faute disciplinaire entraîne automatiquement une sanction, alors que la faute civile, qui ne tend qu'à la réparation, ne peut aboutir que si la faute a causé un préjudice. En l'absence de la détermination exacte de la faute disciplinaire ou d'une liste limitative de comportements constituant des fautes disciplinaires, le juge disciplinaire va apprécier librement les faits qui lui sont soumis au seul regard des règles déontologiques et qui n'est pas lié par la constatation au pénal comme au civil d'une absence de faute pénale ou civile. Si le commissaire aux comptes arrive à s'échapper d'une condamnation pénale ou civile, il est très probable que son acte sera jugé comme étant une faute disciplinaire. Le pouvoir d'appréciation conféré au juge disciplinaire peut le conduire parfois à l'arbitraire. Les faits susceptibles d'engager la responsabilité disciplinaire du commissaire aux comptes peuvent être relatifs à la compétence professionnelle de ce dernier, comme elles peuvent résulter d'un fait contraire à la moralité de la profession. Les fautes relatives à la compétence professionnelle sont des manquements aux règles contenues dans le Code des sociétés commerciales. La loi du 18-8-1988 organisant la profession, le décret du 25-5-1989, le Code des procédures pénales CPP, la réglementation intérieure de l'Ordre des experts comptables de Tunisie, l'OECT, ainsi que dans les normes professionnelles, le commissaire aux comptes qui exerce illégalement sa fonction ou qui procède à un usage abusif du titre de commissaire aux comptes
ou de l'appellation de société de commissariat aux comptes, ou encore d'un titre quelconque tendant à créer une similitude ou confusion avec celle-ci, est passible d'une sanction disciplinaire. Le non-respect de diverses obligations du commissaire aux comptes envers l'organisation professionnelle peut être considéré comme faute disciplinaire. Le commissaire aux comptes qui tenterait de se soustraire, de s'opposer au contrôle d'activité par la commission de contrôle sera reconnu par une faute disciplinaire. D'après l'article 19 de la loi 1988, la commission de contrôle possède un rôle majeur puisqu'elle a pour mission de veiller à l'application des obligations d'indépendance et de diligence professionnelle à la charge du commissaire aux comptes. L'indépendance du commissaire aux comptes est l'une des préoccupations importantes des autorités professionnelles. Ceci s'explique en premier lieu dans l'émission dans la gestion qui peut parfois conduire à des poursuites disciplinaires. En second lieu, il faut signaler l'existence d'un contentieux important relatif aux difficultés face à la réglementation des incompatibilités spéciales. Toute négligence grave de la part du commissaire aux comptes est considérée comme une faute disciplinaire. Cette négligence est même parfois un suicide professionnel. Le commissaire aux comptes doit respecter les règles professionnelles telles que prévues par le Code des devoirs professionnels. L'intégrité du commissaire aux comptes. Il doit faire preuve d'honnêteté intellectuelle et de droiture dans la conduite de ses missions. Il s'abstient même en dehors de l'exercice de la profession de tout agissement contraire à l'honneur. L'impartialité du commissaire aux comptes. Il veille tout au long de sa mission à conserver une attitude impartiale, caractérisée par l'absence de tout préjugé. L'indépendance du commissaire aux comptes. Le caractère d'intérêt général qui s'attache à la profession impose que le commissaire aux comptes soit indépendant. L'indépendance se manifeste non seulement par une attitude d'esprit qui s'exprime dans l'intégrité, l'objectivité et la compétence, mais aussi dans le fait d'éviter toute situation qui, par son apparence, pourrait conduire les tiers à la remettre en cause. La compétence du commissaire aux comptes. Elle est assurée par les diplômes. La formation continue obligatoire et doit être déclarée annuellement à l'ordre des experts comptables. La discrétion du commissaire aux comptes. Il doit respecter le secret professionnel auquel la loi le soumet. Le respect des règles professionnelles. Le commissaire aux comptes effectue ses missions dans le respect des règles professionnelles émanant du Conseil national des commissaires aux comptes, CNCC. Fin du cours droit pénal des affaires. Traitement sujet d'examen de contrôle 2019. Ce vendredi 9 décembre 2022, pas de cours. Thème conseillé par un expert comptable professionnel à une magistrate pour un sujet de projet de stage pour soutenance. 1. Critiquer la loi de finances 2022 et la loi de finances 2023. Avantages, points positifs, théoriques, pratiques, amnistie et points négatifs et inconvénients. Deuxième thème, l'optimisation fiscale. Troisième thème de sujet, l'IFRS, International Financial Reporting Standard. Sujet d'examen de contrôle 2019. Question 1. Définissez les notions suivantes. La société, le délit d'initié, le commissaire aux comptes. Question 2. Déterminer les éléments constitutifs de chaque infraction. L'infraction de ce terme du commissaire aux comptes, l'infraction au devoir de dénonciation du commissaire aux comptes, le délit de manipulation des cours. Question 3. L'article 99 du Code des procédures fiscales, CDPF, promulgué par la loi numéro 2000-82 du 9 août 2000, dispose que sont punis d'un emprisonnement de 16 jours à 3 ans et d'une amende de 1000 à 50 000 dinars en sus de retrait de l'autorisation d'exercer les agents d'affaires, conseillers fiscaux, experts et toute autre personne qui font profession indépendante de tenir ou aider à la tenue de comptabilité et qui ont sciemment établi ou aidé à établir de faux comptes ou de faux documents comptables dans le but de minorer l'assiette imposable ou l'impôt lui-même.
Ces personnes sont en outre tenues solidairement et avec leurs clients du paiement du principal de l'impôt et des pénalités y afférentes éludées par leur agissement. Déterminer les éléments constitutifs de l'infraction de l'article cité ci-dessus. Question 4. Déterminer la responsabilité disciplinaire au commissaire aux comptes. Réponse. La société est une entité économique formée de plusieurs personnes qui mettent en commun des biens, des droits, des capitaux ou des services en vue d'un objet que leur convention détermine. Les statuts. C'est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent d'affecter en commun leur rapport en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui pourrait en résulter de l'activité de la société. Le délit d'initié est une infraction spécifique relative au fonctionnement du marché financier. Il s'agit de l'hypothèse où une personne possède, avant tout le monde, d'une information privilégiée concernant la réglementation des opérations boursières. En toute connaissance de cause, une personne qui dispose d'informations privilégiées utilise cette information pour elle-même ou par autrui, soit directement, soit indirectement, en vue de réaliser un bénéfice et entraver l'équilibre du marché financier. Le commissaire aux comptes est une personne qui prend en charge la vérification de la comptabilité d'une entreprise tout en assurant que les comptes publiés sont conformes aux normes légales. Cette personne habituellement externe à l'entreprise. L'obligation qui pèse sur le commissaire aux comptes est de respecter le secret professionnel, c'est-à-dire il ne doit pas dévoiler les informations qu'il a eues au cours de sa mission. L'élément matériel est dévoiler une information professionnelle secrète qu'il a eue au cours de l'exercice de sa mission. L'élément moral, le commissaire aux comptes a dévoilé le secret professionnel sciemment. Le commissaire aux comptes a une obligation de dénoncer les faits délictueux qu'il a rencontrés au cours de sa mission. L'élément matériel de l'infraction, garder le silence sur les faits délictueux qu'il a rencontrés au cours de sa mission. L'élément moral, il a gardé le silence sciemment. Toute personne exerce ou tente d'exercer une manœuvre ayant pour objet d'agir sur les cours ou d'entraver le fonctionnement régulier du marché en induisant autrui en erreur. Ce délit consiste à adresser par des manœuvres un faux signal aux investisseurs boursiers. L'infraction citée par l'article 99 est l'infraction au devoir de dire la vérité. L'élément matériel est aider à établir de faux documents comptables en vue de minorer l'assiette d'impôt ou l'impôt lui-même. L'élément moral, agir sciemment. Toute infraction aux lois, règlements et règles professionnelles, toute négligence grave, tout fait contraire à la probité ou à l'honneur commis par un commissaire aux comptes, mais ne se rattachant pas à l'exercice de sa profession, engage sa responsabilité disciplinaire. Merci pour votre attention.